Bonjour et bonsoir et bienvenue à ce 41e numéro de Challenge Parlons-en. Nous recevons ce soir l'honorable Boissy Bredoumis Maïla, qui est le porte-parole du PDCI RDA. Nous sommes bel et bien aujourd'hui dimanche 24 novembre 2024. Il est exactement 15h09 ici à New York. Son thème, c'est bien entendu, est que l'union sacrée de l'opposition ivoirienne est-elle toujours possible vu le nouveau contexte politique du monde? Est-ce que cette union sacrée de notre opposition ivoirienne là est encore possible? Donc il va exposer un temps soit peu sur son thème et après son exposé, nous allons lui poser quelques questions. C'est juste une émission d'une heure et ça va dépendre comment c'est intéressant et s'il nous permet d'ajouter quelques minutes, on le fera. Dans le cas contraire, c'est juste une heure. Donc les amis, je suis Charlène Motou et voilà, bienvenue encore sur The Mind Radio. Honorable, nous sommes tous tués, nous sommes à vous. Bonsoir honorable. Merci madame, je suis Dr Soumaïla Boissy Bredoumis. Je suis titulaire d'un Master of Science à North Carolina State University à Raleigh, titulaire d'un PhD à Reading University à UK en Angleterre, dans le domaine des sciences, particulièrement la fertilité des sols et la nutrition minérale des plantes. J'ai travaillé dans le secteur de la recherche agricole, j'ai occupé beaucoup de responsabilités et puis j'ai enseigné à l'université, notamment en Anguilla Bourkassa, l'université à Boba Djamé. J'ai servi aussi depuis 2000 jusqu'à 2021 au ministère de l'Agriculture où j'ai occupé tous les postes chargés d'études, sous-directeur, directeur général, conseiller technique, inspecteur, tout ce qui est poste à part le poste de ministre. Donc depuis 2021, je suis député à l'Assemblée nationale, député élu dans la circonscription de Tankessé, Kokomien, Tiankwakuro, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, puis après le Donc là, je suis membre du bureau politique du PDCI RDA, secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de la communication et porte-parole, et membre du groupe parlementaire PDCI RDA. Le thème qui est proposé, c'est un thème extrêmement important. Il s'agit de l'union sacrée de l'eau. Vous savez que depuis les années 90, il y a eu le retour au multipartisme en Côte d'Ivoire. Et donc, il y a à partir du moment où il y a multipartisme, c'est-à-dire qu'il y a un parti au pouvoir et des partis dans l'opposition. Les partis de l'opposition de son temps, c'était essentiellement les partis de gauche, avec le FPI, le PSI, l'USD. Et donc, ils ont formé un groupe qu'on appelle d'abord le groupe de l'opposition, avec le PIT, et la lutte s'est engagée contre le parti au pouvoir. Malheureusement, cette liste est aussi influencée par la suite. Il y a eu des dissensions à leur niveau, en termes de choix. Certains, après la mort du président Foubaï, se sont affiliés au président Nicolas Bédié, notamment l'USD, et une partie du RDR, pour former le gouvernement avec le président Nicolas Bédié. Et après le coup d'État, il y a eu donc une sous-location encore des partis de l'opposition. Ensuite, les élections de 2000 où il y a passation. D'abord, il y a eu 95 où l'opposition n'était pas allée ensemble. Il y a eu le PIT qui a passé à l'élection 15. Les autres n'ont pas passé. Il y a eu aussi donc à partir de le coup d'État en 2000, tous les partis d'opposition pratiquement ont été rejetés leur candidature, dont le PDCI qui était devenu donc parti d'opposition. Et le FPI seul a été autorisé à aller aux élections avec le président, avec le Guéhi Robert. Après, le président Gbagbo fait former donc une autre coalition d'opposition en 2005 à Paris où on appelait les Ofotistes. Tous les partis se réclamaient d'Ofotistes. Mais dans ce groupement, il y a eu aussi des partis qui n'étaient pas purement Ofotistes comme le MFA d'Alaki qui avait quitté donc le FPI et le MFA. Ils se sont donc associés avec le RDR pour former un bloc à l'opposition. Ce bloc aussi a constitué donc une union pour aller aux élections en 2010. Après 2010, le MFA, le RDR et pour former ce qu'on appelle une coalition, le RHDD. À partir de 2018, le parti au pouvoir RDR a voulu que ce parti se fonde en un parti unique avec la dissolution des autres partis politiques. Et donc, le PDCI RDA a revendiqué sa liberté d'unir et depuis le PDCI RDA dans le parti d'opposition, avec les autres partis qui sont reconstitués, c'est venu le COGEP, le MGC de Mme Gbagbo et d'autres partis politiques sont là. Donc aujourd'hui, l'opposition est face à un parti qui est au pouvoir et dont la gestion est décriée par toute l'opposition, y compris l'opposition à tendance de droite comme l'opposition à tendance de gauche. Mais avant cela, le président Henri Konan Bédié avait annoncé l'idée de former un parti une opposition non idéologique et qui devait aller donc se mettre ensemble pour aller. Dans ce groupement non idéologique, il y avait le FPI avant la rupture du président Gbagbo. Le président Gbagbo était venu avant même sa création de PACI. S'était intéressé avec le GPS, que je n'ai pas cité, qui est donc un parti d'opposition, qui est issu de ce, en fait, qui est une association qui n'est pas reconnue comme parti d'opposition, mais qui est une association qui lutte fortement pour le changement. Donc voilà à peu près la cartographie de l'opposition actuelle. L'opposition actuelle constitue donc non seulement des partis de gauche, mais aussi des partis de droite comme le PDCI RDA qui veulent absolument reconquérir le pouvoir. Peut-on reconquérir le pouvoir seul ou ensemble avec toute l'opposition, toute tendance confondue? Voilà la problématique qui est là aujourd'hui. Au PDCI RDA, on pense que pour compte tenu de la
gestion que nous estimons très calamiteuse, qui ne met pas l'homme au centre des choses, le pays a une croissance, le pays a des ressources, mais le pays a un humain qui est oublié. Aujourd'hui, l'école ivoirienne, c'est une école qui n'a plus carrément sa qualité. La santé est difficile à acquérir. Vous avez beaucoup d'infrastructures qui sont créées, mais de mauvaise qualité, avec une dette abyssale qui est passée de près de 8 000 milliards sous le président Gbagbo à 35 000 milliards aujourd'hui, avec des qualités des infrastructures routières qui ne sont pas bonnes. Tout dernièrement, le ministre des infrastructures lui-même a reconnu que après mise en route des routes bitumées, 30% des interrogés usagers dès le départ s'estiment ne pas être satisfaits. Une route bitumée. Sur les routes en terre, plus de 50% des usagers dès la mise en route se nomment insatisfaits. Donc c'est un véritable problème. Au niveau des équipements de la santé, très peu de centres de santé dans le milieu rural disposent du minimum pour y aller. L'accès à la santé est difficile parce qu'on pense que c'est le fait d'avoir un centre de santé qui est un accès. Non, il y a une disponibilité des choses, mais la qualité des services donnés n'est pas possible. Et puis le taux de pauvreté qui tourne autour de plus de 35%, on dit 37,5%, mais c'est déjà les chiffres que nous avons, c'est 39%, c'est-à-dire pratiquement 4 Ivoiriens sur 10 est pauvre, en dessous du seuil de la pauvreté, en dessous du seuil de la pauvreté. Donc voilà la situation. Face à ça, que doit faire l'opposition? L'opposition doit s'organiser pour qu'ensemble on puisse sortir de ces difficultés. Alors, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'il y a eu une unanimité autour d'un leader pour aller seul. La deuxième chose, c'est de creuser l'écart pour que le parti au pouvoir soit minoritaire. Si le parti au pouvoir n'a que 40%, suppose, au premier tour, cela veut dire que l'ensemble de l'opposition dispose de 60% qu'il faut capitaliser. Donc voilà les deux stratégies à laquelle nous pensons. Nous pensons que la meilleure chose de faire, c'est que nous creusons l'écart pour que le pouvoir en place soit minoritaire. Il ne sert à rien, à notre avis, de dire on est ensemble et qu'ensemble vous représentez que 20%. Ça ne sert à rien. C'est pourquoi le président du PDCI-RD a estimé qu'une des voies pour accéder pour minimiser, c'est compte tenu des difficultés que nous avons à clarifier, à voir le dit de la liste, c'est d'ouvrir la liste électorale au niveau majeur. Et vous voyez, ils ont dit qu'on ne peut pas atteindre 300 000, 200 000. On vient d'avoir près de 1 million d'inscrits sur la liste nouveau. Si on ajoute ceux qui ont fait des changements, on est près de 1 million 400. Donc c'est déjà important. Si la CEI avait fait chaque année le renforcement, si on avait 1 million par an sur les 3 ans, on aurait déjà 3, pour que l'ensemble des partis de l'opposition soient majoritaires. Si l'ensemble des partis de l'opposition est majoritaire, les combinaisons au sein du parti de l'opposition peuvent permettre d'enlever. Sinon, si le parti au pouvoir est majoritaire, même si on se met ensemble, on aura très peu de champs de vie. Donc voilà notre analyse de la situation de manière cartographique. Et je pense que, à mon avis, je suis très optimiste. Face aux difficultés que nous avons, face à l'attente que les Ivoiriens ont de nous, je pense que l'Ivoirien dans l'opposition, les leaders de l'opposition, nous comprendrons à un moment donné que pour gagner, on doit être ensemble et pour gérer, on doit être ensemble. Voilà le propos liminaire. Merci beaucoup, honorable. Les amis, voilà, nous sommes en train de courir pratiquement avec l'émission. Honorable, donc comment va le président Thiam du PDCI? Mais le PDCI et le président Thiam vont bien. Le président Thiam est à la tâche. Et vous avez vu tout dernièrement que c'est le seul leader de l'opposition qui a sillonné le plus le pays en tant que leader, en dehors de ses collaborateurs qui ont travaillé, qui a sillonné le pays, qui donc a pu abuser de son aura pour attirer le maximum des nouveaux électeurs sur la liste. Il va être très bien. D'accord. Donc, honorable, je voulais vraiment commencer mes questions. Voilà, je voulais commencer avec une question un peu polémique parce que nous sommes tous conscients que c'est seulement une union sacrée de l'opposition qui pourrait vraiment amener un changement à la tête du pouvoir. S'il n'y a pas d'union, ça va être compliqué et je pense que le RHDP va faire encore un autre passage en force. Voilà. Donc, du coup, ma première question serait que dites-vous de la candidature du ministre Bion? Parce qu'il me semble qu'il y a une petite polémique au niveau du PDCI, au sein du PDCI. Est-ce qu'on peut vraiment compter sur le PDCI pour dire qu'on pourra s'unir autour du président Thiam? Que dites-vous de la candidature de Bion? Non, il n'y a pas de problème au niveau du PDCI-RDA. Au niveau du PDCI-RDA, les textes sont clairs. Quand vous êtes membre du PDCI-RDA et que vous devez avoir l'onction du parti pour présenter comme candidat au nom du PDCI-RDA, vous devez vous faire élire à partir de la convention. Donc, si M. Djibril, et j'ai toujours dit, nous irons à la convention et nous allons, si quelqu'un veut être candidat, nous connaissons déjà l'électorat, les électeurs de la convention. Mais la personne se présentera et le président Thiam qui est parti au pouvoir, qui est président en Congolais, se présentera face à cette personne et si la personne extraordinaire gagne, elle sera le candidat du parti. Donc, dehors de ça, toute autre candidature sera la candidature. Il n'y a pas de problème. Donc, oui, honorable. Quand est-ce qu'aura lieu cette convention au niveau du PDCI? Quand est-ce qu'aura lieu cette convention? Mais madame, vous voyez, madame, nous sommes dans un parti politique et nous faisons face à la réalité. Dès que le président Bédier, les gens oublient que le président Bédier est mort le 1er août 2020, et qu'il n'a été enterré qu'au mois de juillet, parce qu'on a passé pratiquement un an à être dans le deuil. Dès qu'on a fini, la priorité, c'était l'enrôlement. Pendant qu'on est dans l'enrôlement, qui est le substratum des électeurs, est-ce que vous pensez qu'il était
point de la loi, que nous laissons l'intérêt de l'enrôlement, de la révision de la liste par les fins. Donc, nous devons boucler cela. Nous sommes en train de lutter pour qu'il y ait une prolongation. Et nous pensons qu'il va y avoir prolongation, ou il va y avoir continuité, ou il va y avoir peut-être une rupture, mais il va y avoir une autre phase de l'élection. Donc, ce sont les priorités. Il ne s'agit pas de dire que je suis candidat, alors que cette liste telle qu'elle est faite, si nous ne voyons pas clair là-dedans, vous allez vous casser la tête au mur. Donc, il faut créer les conditions pour que nous ayons une élection transparente qui nous permette, quelle que soit la personne de l'opposition, à gagner le. Donc, c'est la priorité. Une convention, ça se tient en 2 jours maximum. Et nos règles disent que la convention doit se tenir avant la date limite des dépôts de candidature pour permettre à nos candidats d'y être. Donc, nous pensons que nous allons pressionner l'opportunité. La convention aura lieu, bien entendu, dans le 2025 qui arrive. D'accord. Avant la convention, il y aura un bureau politique c'est un bureau politique qui fixe la date de la convention et qui donne le thème. Et le président va donner ses grandes visions du programme de société. Peut-être pas dans des termes, mais grandes visions. Mais cela aussi, on ne peut pas une convention si on n'a pas un programme de société qui est plus ou moins validé par une équipe. Et il y a une équipe aujourd'hui qui est en train de remettre à jour, je dis bien remettre à jour, parce que le PDCI a quand même un programme de gouvernement qui avait actualisé en 2020, on n'est pas y allé. Donc il faut réactualiser cela et y aller et nous irons à la convention. Ça, je peux vous donner ma main dans le fait pour dire que nous irons à la convention. D'accord. Vraiment, ne sentez pas dans mes questions comme si on voulait stresser le PDCI, parce que pour dire vrai... C'est normal, vous avez raison. Oui, pour dire vrai, honorable... C'est la question de comment c'est politique. Voilà. Vraiment, pour dire vrai, honorable, nous voulons vraiment un changement à la tête du pouvoir. On veut voir autre chose. Et pour vous trahir un petit secret, pour vous dire la vérité, moi je suis pour que le PDCI revienne. Ça va être la plus belle des manières d'avoir encore le PDCI. Donc du coup, quand on a vu toutes ces divisions au niveau du PDCI, on a eu peur, on se demande est-ce que l'opposition même s'y retrouve ou bien l'opposition s'oppose-t-elle à elle-même. Il y avait trop de choses, donc on ne sait plus si on peut vraiment compter sur cette opposition-là pour vraiment aller en rang serré à ces élections-là pour qu'on ait ce changement. Dans le cas contraire, on va revivre 2020 encore. Donc du coup, ma seconde question sera, est-ce que vu le changement du point de vue mondial de l'arrivée du président Trump au pouvoir, est-ce que vous pensez que le fait que le président Trump soit le nouveau président, voilà, à la tête des États-Unis, vous pensez que son arrivée là peut influencer une sacrée union de l'opposition ivoirienne? Bon, nous au PDCI RDA, nous sommes un parti de droite. Mais le président Houphouët-Boigny nous avait dit que nous, le PDCI RDA, nous sommes l'ennemi des personnes et l'ami de tout le monde. Rappelez-vous, madame, que le président Houphouët-Boigny, quand il était au président, il a fait une visite mémorable au temps du président Kennedy, qui était un démocrate. En 1983, il a fait une autre visite mémorable auprès du président Reagan, qui est un président des républicains. Donc, nous avons cette tradition de faire des élus des pays nos amis. C'est le peuple qui choisit leur homme. Autant nous avons eu aussi les mêmes relations avec les partis conservateurs dans Grande-Bretagne comme les partis travaillistes. Nous avons traversé tous les partis de gauche de France et les partis de droite. Donc aujourd'hui, nous pensons que la meilleure façon de pouvoir se compter sur quelqu'un, c'est de compter d'abord sur soi-même. Aucun pays ne viendra prendre les Ivoiriens pour voter pour soi. Donc si les Ivoiriens ont confiance en nous, les gens nous respecteront. C'est pourquoi nous luttons pour la transparence des élections, pour la démocratie. Et c'est ça. Et je dis toujours que, contrairement à ce que les gens disent, nous sommes un pays, nous sommes un parti démocrate parce que le RDA qui a été créé sous les stands de syndicat agricole africain, vient de dire Rassemblement démocratique africain. Les sections de Côte d'Ivoire et le PDCI, on a dit Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Donc nous avons tenu à chaque minute de mettre ici démocrate. Et avant l'ouverture du parti, la première constitution à son article 5 avait déjà ouvert la possibilité à tout moment de quelqu'un de créer le parti. Pourquoi dans les années 90, nous n'avons pas eu besoin des conférences nationales pour pouvoir ouvrir la Donc nous pensons que Trump a été élu démocratiquement dans son pays. Si nous sommes élus démocratiquement, ce sera ce sera au moins une valeur commune, c'est la démocratie. Et quand on a tous la même valeur commune, la démocratie, il n'y a pas raison de s'entendre. D'accord. Honorable, je vais carrément sauter. Je vais revenir du côté de l'Afrique parce que est-ce que dans l'union sacrée de l'opposition ivoirienne, est-ce qu'on entend aussi embrasser la lutte de l'AES? Bon, nous on ne sait pas ce que l'AES n'est pas une lutte. L'AES c'est une appellation. Ce sont dans les faits qu'on voit si on est démocrate ou bien si on est à un moment donné intéressé par les intérêts de son pays. Sinon on peut se donner tous les noms possibles. Rappelez-vous que pour nous au PDCI RDA, l'AES n'est pas un problème. Pendant qu'il y avait l'Union africaine, la CEDEAO, mais il y avait le Conseil de l'entente qui a été créé par le PDCI RDA. On n'a jamais remis en cause le fait qu'on ait créé le Conseil de l'entente qui comprenait 5 pays, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Mali, le Togo et le Bénin. On n'a jamais remis en cause l'existence de la CEDEAO ni l'existence de l'Union africaine. Donc le fait qu'il y ait des sous-groupes, comme il y a l'Union de Fleuve Malo, comme il y a le
collectifs. Ce sont des associations qui peuvent avoir des intérêts qui sont liés à des aspects économiques, peut-être à des aspects stratégiques. Donc, pour nous, si l'AES est défini comme une structure des gens qui ont un problème commun, qui peuvent le résoudre en attendant que des problèmes d'ordre général se passent au niveau de la CEDEAO ou au niveau de l'Union africaine, nous, on n'y trouve aucun intérêt. À partir du moment où on est membre du Conseil de l'Europe, la plus vieille institution ressources-régionale qui existe, depuis 1959. La Côte d'Ivoire est membre. Ça n'empêche pas que la CEDEAO existe, que l'Union africaine existe, que l'Union des fleuves Mano existe. Voyez-vous? Donc, cette affaire de dire l'AES est un problème, nous, au PDCI, on ne voit pas en tant que tel. Mais quelles sont les valeurs que l'AES défend? C'est ça qui est le problème. Est-ce que l'AES défend les valeurs de solidarité, qui sont les valeurs du PDCI? Est-ce que l'AES défend la démocratie, qui est une valeur universelle? Est-ce que l'AES lutte pour les droits de l'homme, qui sont des valeurs universelles? Est-ce que l'AES lutte pour la promotion de l'humain comme mettant au cœur de leur politique de développement? C'est ça. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'humain n'est pas au cœur du développement de la Côte d'Ivoire. On a un pays qui est riche, on a des ressources minières, des ressources pétrolières, on a du gaz, on a du cacao, on a du café, et encore, il y a des Ivoiriens qui n'arrivent pas à manger 2 repas par jour. Ça, c'est le pire qu'on puisse entendre. On a des salles de classe où il n'y a pas de table-banc, qui font du bain. Dans Abidjan, à Cocody, le quartier où le président de la République vit, où toutes les institutions vivent, vous avez un visa. Est-ce que ça, c'est un honneur? Donc, c'est pas l'AES qui est un problème, c'est quelles sont les valeurs que l'AES défend qu'il faut analyser. Et je pense que, et puis les voies d'accès au pouvoir. Nous pensons que la seule manière de développer un peu plus, voilà, les voies d'accès. Qu'est-ce que vous entendez par là? Nous pensons que nous avons été victimes d'un coup d'État. Et nous ne pouvons pas faire l'apologie ou la promotion d'un coup d'État. Nous n'aimons pas la violence. La violence, le président du parti l'a dit, on n'est pas pour ça. On ne vient pas au pouvoir par les clashs, on ne vient pas au pouvoir par les fusils, nous venons au pouvoir par l'élection démocratique. C'est pourquoi nous luttons pour que la liste électorale soit clean, que les élections soient transparentes, que celui qui va gagner reconnaisse que malgré tout j'ai gagné. Et que le perdant il dit malgré tout. C'est ça notre problème. S'il y a eu des événements où il y a eu une rupture démocratique, il faut que cette rupture démocratique soit rapidement établie. C'est ça qui est le problème. Ça, personne ne peut nous critiquer de revendiquer que la rupture la reprise démocratique est lui. Même ceux qui sont venus là. Ils savent que pour se donner une légalité et une légitimité, il faut qu'il y ait des élections démocratiques. Si le peuple estime qu'ils sont venus que de par leur action, ils sont capables de défendre leurs intérêts, mais le peuple leur donnera une onction à travers une élection démocratique. C'est ça. Et nous, on n'a pas à s'immiscer dans ces affaires-là. Chaque peuple est autonome. Mais nous défendons les valeurs. La solidarité. Et je pense que la solidarité est une valeur du PDCI. Les droits de l'homme, la démocratie. Et le PDCI RDA, quand il était au pouvoir, a été le parti qui a le plus fait de solidarité en Afrique. Le PDCI RDA a même contribué à payer des salaires dans certains pays, a contribué à fournir de l'eau. Le PDCI RDA a permis d'accueillir beaucoup de nos compatriotes dans nos pays. Nous sommes un pays d'accueil. Et c'est parce qu'il y avait une politique initiale qui était favorable à cela. Donc nous, l'AES en tant qu'appellation n'est pas là le problème. Quelles sont les valeurs que l'AES définit? C'est ça que nous voulons savoir avec ça. Si ça coïncide avec les valeurs universelles, aucun problème à suivre. Ok. Honorable, je vais vous poser une question un peu bizarre, mais qu'est-ce que vous faites aussi pour comprendre, qu'est-ce que vous faites pour avoir les réponses à cette question de quelles sont les valeurs que l'AES défend? Et quelles sont les approches que le PDCI aussi a fait à l'endroit de l'AES pour comprendre aussi vraiment sa philosophie? Mais, madame, vous savez que les affaires étrangères, la défense sont des domaines de même souveraineté d'un État. Donc, tout débat que nous devons le faire par une voie personnelle, non par une voie officielle. Parce que les affaires étrangères, la défense, sont de la souveraineté du chef de l'État. Ce sont des choses très délicates. Il faut faire attention. Parce que aux États-Unis d'Amérique, un parti ne peut pas se lever pour dire que moi, je m'en vais soutenir Israël, je m'en vais soutenir le Hamas. Ils ne feront pas ça. Vous pouvez donner votre avis, mais vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas faire au nom de l'État. Celui qui conduit les affaires étrangères, la politique des affaires étrangères, c'est le président en exercice à travers son ministre des Affaires étrangères. Vous le savez, vous êtes dans un pays démocratique. Oui. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons que décrier le fait que les rapports entre nos pays voisins doivent être des bons rapports. Nous devons nous comprendre mutuellement. Et ça, nous le faisons. Et nous pensons que dans les 6 piliers de nos programmes du gouvernement, il y a la paix et la sécurité. La paix et la sécurité, cela veut dire que la présidente Houphouët-Boigny avait dit la Côte d'Ivoire ne peut pas être un oasis dans le désert. Si nous voulons être un oasis dans le désert, c'est le désert qui va nous dire. Donc, on ne peut pas vivre en vivant autour de nous, tous nos voisins sont contre nous. C'est trop dangereux. Il faut qu'à un moment donné, on met pas la terre et qu'on comprenne. C'est c'est un événement qui est arrivé dans l'histoire. Nous l'avons vécu. Je suis curieux de comprendre que ceux-là même qui ont chanté hier, qui ont applaudi le coup d'État en Côte d'Ivoire, ceux qui condamnent le coup d'État aujourd'hui, ils ont estimé que le coup d'État était une révolution. Donc, c'est pas le coup d'État qui a un problème. Qu'est-ce qui cause le coup d'État? Nous avons tiré suffisamment de leçons qu'il faut un dialogue permanent entre le peuple et le pouvoir. Et ce dialogue, le président Houphouët-Boigny l'a inscrit comme une de nos valeurs. Il y avait même des journées nationales du dialogue. Peut-être que n'avons-nous pas suffisamment utilisé cela, mais nous avons compris que le président qui est arrivé, nous pensons que quelle que soit la situation, il faut un dialogue. Même se faire insulter, mais plutôt après se faire comprendre, il est mieux que ça que de vouloir faire la dictature
et après arriver à des coups d'État. Voilà. D'accord. Honorable, je vais vous poser ma dernière question et permettre à nos auditeurs de vous poser quelques questions s'ils en ont. Honorable, on va revenir carrément maintenant en Côte d'Ivoire. Concernant la liste électorale. Honorable, selon les dernières nouvelles, on entend que l'opposition veut se porter candidat à être vice-président de la CEI. Alors qu'on a pensé que si l'opposition se retirait de la CEI, ça allait faire une petite pression. Parce que si l'opposition ne se retire pas de la CEI et que l'opposition veut être là-bas aussi, et que aussi le parti au pouvoir est dedans, c'est comme si cette CEI-là n'est vraiment pas en train d'aider pour des résultats transparents. Et on apprend aux dernières nouvelles que l'opposition se porte candidat pour être vice-président de la CEI. Est-ce que mon information est vraie ou bien c'est une intox? Je sais pas. Là, vous voyez, moi, je suis un porte-parole d'un parti politique. Je ne dis pas les choses qui ne sont pas validées par mon parti. Nous n'avons pas analysé. Il y a le bureau de la CEI est composé de certains. Chaque parti politique majeur a son représentant. Et nous pensons aujourd'hui que la gestion actuelle du président de la CEI est une gestion catastrophique. Il faut aller en profondeur. À la limite même, nous pensons qu'il faut dissoudre cette CEI. Donc, ce n'est pas le PDCI-RDA qui va aller revendiquer. Du moins, quand vous dites l'opposition, c'est pas chaque parti d'opposition majeure a son représentant. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas l'opposition. Quand on a reconstitué, on a envoyé la loi sur la recomposition de la CEI, le PDCI-RDA a voté contre. Mais certains partis politiques à l'Assemblée ont voté pour ou bien ont voté abstention. Donc, moi, je pense que c'est ça que nous sommes en train d'améliorer. Vous avez vu que depuis un moment donné, les prises de position du PPACI à l'Assemblée et du PFPI à l'Assemblée sont pratiquement les mêmes que la position du PDCI-RDA. Donc, c'est un grand progrès que nous avons. Et ça, je pense que c'est important. Il faut qu'on avance dans ce sens. C'est-à-dire qu'il faut que ce qui est d'intérêt de la nation soit au-dessus de nos intérêts particuliers. Donc, moi, je pense que c'est ça le premier point. Et nous pensons que ce n'est pas la composition de la CEI qui est un problème. C'est la CEI même dans son fonctionnement qui est un gros problème. Nous, on a vu une CEI qui a une liste électorale truffée avec plein d'erreurs reconnues et on estime que c'est normal. Nous pensons qu'il faut auditer. Nous pensons qu'il faut auditer cette liste. Et à la limite, revoir même la tête même de la CEI est un gros problème. Les Ivoiriens n'ont plus confiance à la tête de la CEI. Les Ivoiriens, et particulièrement avec leurs représentants de la CEI, nous n'avons plus confiance. On n'a plus confiance à quelqu'un. Comment on va aller s'accommoder à cette personne? En tout cas, c'est la position du PDCI. Si on ne peut pas le faire, peut-être qu'on sera à ce, mais nous, on n'est pas là pour aller s'accommoder à des gens. Et je l'ai dit, le PDCI-RDA ne veut plus être à l'attelage, c'est-à-dire être accroché derrière quelqu'un même. Nous, on veut prendre le devant, on veut prendre le pouvoir. Nous, on n'est pas là pour la compromission, pour les petits calculs, ça, c'est dépassé. Si on fait ça, le peuple va nous rejeter. Voilà. D'accord, c'est bien dit. Voilà. Les amis, si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà, l'honorable est à vous. La question, le thème, c'est est-ce que l'union sacrée de l'opposition est-elle toujours possible? Voilà, en fonction du thème, vous pouvez poser votre question ou bien en fonction de ce que vous avez entendu. À travers notre invité, vous pouvez poser vos questions. OK? Voilà. On va ouvrir le micro ici de Monsieur Alain Kofi. Voilà, allez-y. Oui, bonsoir Charlène. Je suis Paul Kofi, militant PDCI et membre du bureau politique. J'aimerais d'abord saluer mon secrétaire à la communication du PDCI, le directeur de la communication, mais aussi mon député, Monsieur Bredoumi. Donc, je me plais à lui poser la question suivante. Alors, après avoir accueilli avec ferveur l'arrivée du président Thiam à la tête du PDCI, on a vu les souris ruer dans les brancards et l'attaquer il n'y a pas si longtemps. Alors, j'aimerais savoir si il y a bisbille entre le président Thiam et M. Soro Guillaume que le président Thiam même devrait avoir pour mission de sauver parce que c'est une ambulance en panne et qu'on devait pouvoir repêcher plutôt que d'attaquer. Alors, est-ce qu'il y a problème entre le président Thiam et le premier ministre Soro Guillaume? Voici ma question. Merci beaucoup. Allez-y. Merci beaucoup pour la question. Vous savez, moi j'ai toujours dit que dans la vie, on ne peut pas vivre sans des valeurs. Le président Thiam n'a attaqué personne. Le président Thiam a dit que lui, il faut qu'on fasse la politique autrement. Il a dit dès le départ, prenez bien son discours du 31 décembre. Il a dit, il faut que les gens tirent les leçons de ce passé. Je pense que les gens n'ont pas tiré les leçons. Nous avons fait de la violence dans ce pays-là depuis les années 80, depuis les années 90, jusqu'à les années 2000. On a fait comme des mots. Il va falloir que nous puissions arriver à un moment donné qu'on fasse la politique autrement. Et le président Thiam a dit, au retour d'une grande tournée dans notre PDCI, que lui, il ne va pas s'associer aux violences. Mais c'est tout. Mais est-ce que la violence est une maladie? Même si c'est une maladie, elle se guérit. Mais je pense que nous tous, nous devons comprendre dans ce pays-là que si par des circonstances pour lesquelles nous ne sommes pas peut-être responsables, nous nous sommes retrouvés dans des situations de violence, mais qu'on reconnaisse tout que le temps est venu, qu'on mette bas la terre, qu'on mette la violence à côté, qu'on s'attaque à l'adversaire par les voies démocratiques. En le disant, je pense qu'il n'a pas fait quelque chose. S'il a heurté des sensibilités, il faut reconnaître que quelquefois aussi, les choses sont claires. Nous voulons nous distinguer de la violence. Et le PDCI-RDA veut se distinguer de la violence. Mais
On n'a pas dit que quelqu'un est violent. Il a dit, quand vous faites la violence, vous creusez un trou. Et après, vous êtes obligé de faire des efforts pour remonter. Et après, vous voulez qu'on vous en... Bon, écoutez, ça aussi, je pense que ce n'est pas une des mensonges. Donc, il n'a prouvé à personne. Moi-même, quand j'étais en France et quand j'étais là-bas, j'ai appris que dans la salle, il y avait des souris. Je leur ai dit que nous, on est prêts pour qu'on. Le président Soro était allé voir le président Bélier, moi-même, ma présence à Dakouro. Donc, malheureusement, il l'a assumé. Nous luttons pour que tout le monde vienne. D'accord. Merci bien, honorable. Et cette lutte-là, il n'y a que nous qui sommes à l'intérieur. Merci, voilà. D'accord. Monsieur Kofi, je suppose que vous êtes satisfait. On va prendre rapidement Monsieur Ncho. Monsieur Ncho, oui, j'ouvre votre micro. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour, honorable Bredoumi. En attendant de vous rencontrer le mois prochain, je voudrais parler faire une suggestion concernant le mode opératoire de l'enrôlement. Oui. À mon avis, la CEI devrait arrêter d'avoir, par exemple, 12 000 centres d'enrôlement et en avoir moins et constituer aussi des équipes mobiles qui vont aller directement à la rencontre des électeurs potentiels. On a vu le dernier recensement qui vient de se faire. Il y a des centres qui n'ont vu pratiquement personne. Alors, si, en fonction du nombre de sous-préfectures, on peut constituer 20 équipes mobiles par sous-préfecture, ça va faire moins de 2500 équipes mobiles. Avec des équipes mobiles, et vous savez qu'en zone rurale, je prends mon expérience, les villages ont des activités. Il y a un jour de marché et il y a aussi les équipes mobiles vont vers les populations. Au lieu d'attendre que les populations aillent vers elles, on sait quelles sont les difficultés des populations. Cela va donc changer au moins le taux d'enrôlement. Et ce sera beaucoup plus facile pour nous de constituer, de faire adhérer les gens sur la liste électorale. Les jours de marché, on envoie les équipes pour recruter. Oui. Au lieu d'attendre que les électeurs potentiels aillent systématiquement vers elles. Ce sera beaucoup plus facile. Donc, on ne paierait pas des gens qui vont rester là à enrôler. Merci pour la suggestion. Merci. Merci pour la suggestion, mais le vrai problème, le vrai problème, c'est les extraits de naissance. Oui. Donc, ça, pour les extraits de naissance, peut-être qu'il faut faire sous forme d'équipe mobile pour aller aider les gens avec les médecins, avec les juges, pour aller faire les extraits de naissance. Je suis d'accord. C'est le gros problème. Merci beaucoup. Oui. Et je suis d'accord avec ça aussi. D'accord. Moi, c'est une suggestion. On prend acte. D'accord. On va donner la parole rapidement à Daniel. Daniel, vous allez, allez-y. Je prends acte. Oui, bonjour, monsieur Bredoumi. J'espère que vous allez bien. C'est KGB Logo. J'aimerais vous poser une question, à savoir, que pensez-vous, est-ce que vous pensez vraiment que la machine électorale que M. Ouattara a mis en place, nous, en tant que membres de l'opposition, nous pourrons la contrôler? Parce que quand je regarde un peu la CEI qui est déjà à sa solde, le Conseil constitutionnel qui est déjà à sa solde, et je constate aisément que on nous dit en Côte d'Ivoire que si tu n'es pas RHDP, tu ne peux bénéficier de rien. Donc, moi, j'aimerais vraiment savoir, est-ce que vous-même, en tant que maire, pardon, député, pardon, et vos maires du PDC, s'ils arrivent à vraiment travailler sur le terrain pour leur ville, parce que déjà, on constate tout ce qui est aux alentours de ce qui se passe, et on parle d'une élection présidentielle aussi sérieuse. Que pensez-vous vraiment de cet appareil électoral que M. Ouattara est en train de mettre en place, et surtout avec comment ils appellent ça même? Le I quoi, ils ont mis en place tout dernièrement là, pour d'après voilà, pour donner du boulot à leurs militants. Que pensez-vous de tout ça? Parce que moi, j'ai l'impression que déjà, j'ai comme l'impression que tout est déjà pipé d'office, et on refuse de nous donner des ouvertures sur l'enrôlement, tout ça. Donc moi, vraiment, je suis vraiment inquiet, ok? Et comme vous êtes un responsable d'un grand parti en Côte d'Ivoire, moi, j'aimerais avoir votre avis sur la question. Merci beaucoup, M. Bruno. Merci, Daniel Kribali. Allez-y, honorable. Merci. Je pense que dans la vie, c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais si on se dit qu'il n'y a pas de solution en ce moment, la vaut mieux ne pas aller aux élections. Je pense que les exemples dans le monde entier ont montré qu'on peut, dans des difficultés pareilles, on peut s'en sortir. C'est pourquoi le thème est important. Si nous sommes tous d'accord que nous pouvons sensibiliser la population pour se rendre compte que le pouvoir qu'il vit là est un pouvoir qui n'est pas bon. Alors nous allons avoir une minorité qui va le tenir. À partir du moment où la majorité va se tenir vers nous, je vous assure que même certains qui sont aujourd'hui au RHDP vont voter, parce que ce n'est pas tous les gens du RHDP qui sont d'accord, ou tout le monde qui est d'accord pour ce qui est en train de se passer. Donc à nous de pouvoir nous entendre, de nous convaincre sur des thèmes pertinents et de sensibiliser la population pour le changement. Et je pense que moi je suis optimiste, même s'il y a des difficultés. Je n'ai pas dit que tout sera comme dans du beurre, mais
On peut gagner en étant ensemble, en étant solidaires et en expliquant les choses de manière claire à la population de leur souffrance, du fait qu'on est en train de dilapider toutes nos ressources au profit d'une minorité alors que la majorité souffre. D'accord. Honorable. Donc, dans ce cas, moi, je voulais demander, quand vous avez en face de vous, parce qu'aujourd'hui, avec la question de M. Ncho, sa proposition, c'est dit que l'enrôlement se fait de façon très difficile. Donc, parlant d'élection, ça va être un peu compliqué si les gens n'arrivent pas vraiment à s'enrôler. Au niveau de la CEI, vous avez dit que vous êtes pour le fait que cette CEI soit dissoute. Et voilà que maintenant la question de M. Daniel Coulibaly vient de dire que vu la machine électorale qui est mise en place, est-ce que vous, en avez conscience, pensez-vous que vous pourriez contourner cette machine électorale-là pour vraiment changer la tête du pouvoir? Et la question de M. Paul Kofi qui a envoyé le nom de M. Soro dans cette discussion, a fait que vous avez fait sortir le thème de la violence. Donc du coup, est-ce que vous êtes sûr que le RHDP n'aura pas besoin d'un peu de dose, en fait, un peu de toutes ces doses-là? Parce que si on exclut certaines propositions, bien certaines démarches, est-ce que vous êtes sûr que vous pourriez vraiment contourner en tant qu'opposition cette machine électorale-là? Parce que ce pouvoir-là a été mis là dans la violence. On ne dit pas, je ne fais pas la promotion de la violence sur les bancs radio, mais je suis en train de dire, est-ce qu'un peu de tout ne va pas aider pour la grande victoire de l'opposition? Mais si on exclut carrément tout et qu'on reste dans les théories et que vraiment il y a ces problèmes d'enrôlement sur la liste et que la CEI doit être dissoute mais qu'elle ne sera jamais dissoute, et au même moment on dit qu'on ne veut pas de violence, ça dépend aussi de comment on définit la violence. Est-ce que vous êtes sûr vraiment que vous pourrez contourner cela? Moi je vais reposer cette question encore. Allez-y, honorable. La violence c'est quand on a pris des fusils, des pluies, des machettes, de tout comme tuer des gens. Mais vous savez, vous parlez aujourd'hui des pays de l'AES. À un moment donné, il y avait un président dans un de ces pays-là qu'on estimait indéboulonnable. La violence, c'est différent des mouvements de la population. Si le peuple ivoirien dans sa page ne veut pas qu'un pouvoir reste, ce pouvoir ne restera pas. C'est ça qu'il faut se dire. Ce n'est pas les partis politiques. Si le peuple ivoirien en a marre d'une situation, ce peuple ivoirien fera en sorte qu'il y ait un changement. C'est tout ce que nous sommes en train de convaincre le peuple ivoirien qu'il y a d'autres alternatives qu'il faut changer. C'est le travail. Voilà. Donc, nous, on n'est pas, et puis la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Je vous assure que nous sommes convaincus qu'il y a d'autres voies. Et puis, c'est pas pour mettre sur la place publique. Nous sommes considérés comme un parti de dialogue. C'est ce que je voulais entendre. Voilà. Et nous sommes, je pense que le peuple ivoirien peut même nous surprendre, nous les politiciens. Voilà. C'est vrai. Un peuple qui est opprimé, qui n'a plus de choix, qui pense qu'à un moment donné, il n'y a plus d'autre chose. Mais ce peuple-là peut prendre ses responsabilités. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de peuple morbide. Au point que même quand tu viens marcher sur les terrains, à un moment donné, il va te dire que voilà. Et donc c'est ça. Nous, notre rôle, c'est de sensibiliser. Merci. Voilà. Merci. On va prendre rapidement M. Sosten Kofi. M. Sosten Kofi, ouvrez votre micro, allez-y. Bonsoir, honorable. Je suis Sosten Kofi, je suis militant en PDCI, je vis à Philadelphie. J'ai une question pour vous. Je vous ai écouté parler de l'opposition parce que je veux recentrer le débat. Vous avez parlé de creuser l'écart. Est-ce que, dans votre entendement, c'est chaque parti qui va creuser l'écart avec le pouvoir en place, ou bien c'est ensemble que vous allez creuser l'écart ou peut-être aller au deuxième tour et puis faire des alliances? J'aimerais une petite clarification. Bon, il y a deux possibilités. Il n'y en a pas 30. Soit que toute l'opposition se mette ensemble pour avoir un candidat, ce qui n'est pas forcément la meilleure solution, pas forcément, parce qu'on l'a vu dans certains cas. Soit l'opposition est majoritaire. Et l'opposition majoritaire au premier tour, ça dit que le parti au pouvoir peut avoir peut-être 25% et toute l'opposition 75%. En ce moment-là, l'opposition ensemble peut gagner au deuxième. Et c'est ça qu'il faut travailler. Et pour travailler, il faut sensibiliser avec les thèmes communs. Il ne faut pas que le président dise non, nous pensons qu'il faut un changement, il y a un problème lié à la vie chère, il y a un problème lié à la pauvreté, et que d'autres disent que non, ils ont fait bien, là moi je suis pas d'accord. Et c'est ça qu'il faut qu'on se concentre sur comment convaincre les populations pour dire c'est un mauvais point. Commencer à se battre pour savoir par quel moyen qui va être leader. C'est ça qui est le problème. Si on se bat qui va être leader, on ne fera rien. Et le peuple même va nous abandonner. Donc il faut qu'on comprenne qu'on se concentre tous sur les faiblesses de ce pouvoir, le désastre que ce pouvoir a fait. Et en ce moment-là, la majorité des Ivoiriens viendront. En ce moment-là, l'opposition sera majoritaire. Et si l'opposition est majoritaire, les deux combinaisons vont marcher. Une ou l'autre. C'est ça notre stratégie. Et nous sommes au devant. C'est pourquoi le président qui a pris son baptême de pèlerin pour passer par qui. D'abord, on s'est entendu sur l'enrôlement. Mais vous avez combien de gens qui se sont mouillés comme nous? Il n'y en a pas beaucoup. La deuxième chose, nous suis porte-parole. Vous voyez comment ça, il faut reconnaître aussi que c'est assez de comment nous attaquons le pouvoir. Mais certains n'ont pas la possibilité de le faire. Il dit qu'il faut le dégager. Mais comment? Il faut le dégager en montrant ses faiblesses. La gestion de l'éducation, la gestion de la santé, les mauvaises routes, les dépenses inutiles, la minorité qui bouffe pour tout le monde. C'est ça qu'il faut. Il faut démontrer par activité comment on peut faire. La tricherie, le problème de tricherie sur la liste électorale. En ce moment-là, la population va dire, vraiment, il y a des gens qui parlent, qui nous défendent.
comprendre. Et ceux-là, on est prêt à voter. À partir de ce moment-là, on doit plus de choses. D'accord, c'est très bien répondu. Hein. Merci, M. Sosten Kofi. On va prendre rapidement quelqu'un d'autre, c'est vrai. J'espère que vous êtes satisfait quand même. On va prendre rapidement M. Boubacar. M. Boubacar Coulibaly, allez-y rapidement. Bonsoir à votre invité et bonsoir à tous ceux qui sont intervenus. Je voulais dire à celui qui est intervenu tout à l'heure par rapport, je suis membre du GPS, des GPS USA. Je voulais dire à celui qui est intervenu par rapport au GPS disant que bon, c'est un mouvement qui en faisant allusion à une ambulance à laquelle on doit apporter, n'est-ce pas, un secours. J'ai dit non, le GPS n'est pas dans cette situation-là, loin de là. Nous ne sommes pas dans une situation où on pense que chacun va rouiller pour chercher à nous sauver. Ce n'est pas là la situation. Dans tous les cas, l'exil est quelque chose qui arrive de temps en temps dans le cheminement politique des uns et des autres. L'exil est quelque chose qu'il faut souvent prévoir. Pour Gbagbo a fait l'exil, le président Gbagbo a fait l'exil, le chef d'État Alassane Ouattara lui-même l'a fait déjà l'exil et il est revenu. Aujourd'hui, ça n'a pas empêché qu'ils aient géré le pouvoir. Maintenant, quand l'allusion est faite, parlant du GPS, quand on parle de violence, bon, moi je pense qu'il faut faire beaucoup attention parce que quand on regarde dans l'histoire même de politique de ce pays, finalement je ne vois pas quel est ce parti politique qui n'a pas été violent. Parce que même s'il y a eu, il ne faut pas seulement se focaliser sur la rébellion de 2000. Il faut penser aussi à la rébellion du Guédié et celle de Sanvi. Et je crois que le PDCI qui était au pouvoir à l'époque n'a pas embrassé ceux qui étaient à l'origine de cette rébellion-là. Elle a dit aussi à un moment donné utiliser la force, la violence contre ces partis, cette rébellion. Donc, elle n'a pas privilégié de dialogue pour chercher à mettre fin. Donc, qui n'a pas été violent? Le monde a été violent en aucune issue. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut faire, le président du GPS a toujours appelé à l'union de l'opposition pour faire face à cette dictature qui nous gouverne. On n'a jamais demandé à s'allier à qui que ce soit. Si c'est le cas, donc franchement, que chacun soit tranquille, on n'entend pas s'allier à qui que ce soit pour venir, pour aussi faire face, pour prendre ce pouvoir-là. Nous entendons seulement, nous appelons seulement à une union de la gauche pour pouvoir faire face à cette forfaiture qui est au sommet de l'État. Donc, c'est ce que je tenais à dire, je tenais à dire. Je vous remercie. Merci bien, M. Coulibaly. Honorable, vous voulez rebondir sur ce qu'il a dit? Oui, moi, je pense qu'il faut nous luttons pour une ouverture totale. Et on a dit que nous, on acceptera. Si vous voyez mes conférences de presse, j'ai dit on n'acceptera personne que personne soit exclu. Ma dernière conférence, j'ai dit même ceux qui étaient, comment on appelle, excluables, on ne les a pas exclus. Donc, il faut que tout le monde passe. Moi, je l'ai dit, et si le monsieur Coulibaly sait, on n'a jamais dit qu'il fallait exclure. Et nous luttons pour cela. Parce que l'exclusion, là, c'est ce qui amène les sentiments d'injustice. Et dans l'injustice, on aboutit toujours à des désordres. Mais nous, au PDCI RDA, il a fait appel aux sans-vie ou autres. Mais c'est la sécession. Quand vous êtes un parti au pouvoir, quand vous voulez faire sécession, il n'y a pas d'autre solution. On parle de sécession. C'est pas le PDCI RDA qui s'est levé pour aller les attaquer. C'est eux qui ont fait la sécession. Et je pense que personne ne peut proclamer aujourd'hui que faire la sécession est une bonne. Ça, c'est pas normal. Donc, nous luttons pour que le pays soit uni. Et un parti au pouvoir, quand il y a eu les événements de 2002, moi, j'étais à Boaké. On va pas tout expliquer ça ici. Moi, j'étais travaillé à Boaké. Ma femme avait ses magasins là-bas et tout. Donc, bref. Mais si le pouvoir avait eu le dessus, mais aujourd'hui, on ne parle pas de rébellion. Donc, un État doit assurer l'intégrité du territoire. Maintenant, en ce qui concerne le GPS, je vous ai dit, c'est pas tout on dit en public. La politique, c'est aussi le sous de ça. Mais le président Soro Diop, vous avez des gens là-bas qui, vous savez, la position du PDCI RDA par rapport à vous. Le président Bédié l'a reçu à Daoukro en pompe. Donc, c'est pas aujourd'hui, on va venir dire, mais on dit, ce qui s'est passé, il faut plus que ça revienne. On n'a qu'à tous s'engager à dire, il faut qu'on évite la violence. Il faut partir partout. Si on évite la violence, qu'on va par le dialogue, qu'on va dans les élections transparentes, on verra qui est bon. Mais on ne peut pas dire a priori que le président qui m'a dit, on ne veut plus de violence, donc il est contre quelqu'un. Ça, il ne peut pas accepter. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, on a oublié de faire la violence? C'est ça. S'il y a une révolution populaire, comme ça se fait dans un pays, ce ne sera pas un parti politique. Mais un parti politique ne peut pas venir dire, moi, je vais aller prendre des armes, ou bien je vais aller faire parce que je vais utiliser la violence. Ça, nous, au PDCI, on ne dira jamais. Maintenant, il se dit qu'on est tous dans l'opposition, on souffre tous. Certains sont, même le président Bédié a connu l'exil. Le président Bédié aussi a connu l'exil. Il est revenu à la suite d'un coup d'État. On l'a chassé. Il est parti en exil après 2 ans et demi pour revenir. Et ça, c'est pas normal. Tous ceux qui sont en exil, ce n'est pas normal. Quel que soit ce qu'ils ont commis comme il faut, ils doivent être dans le pays. Et la Constitution l'exige. Donc, je pense que ce sont ces problèmes-là qu'il faut qu'on s'accorde sur des valeurs. La démocratie, le dialogue, la solidarité. La solidarité veut dire quoi? Vous avez un problème aujourd'hui, nous, Ivoiriens, on doit être solidaires. Parce que demain, ça peut nous arriver. Donc, c'est ça qui est la valeur du PDCI. Et nous pensons que si on est tous tombés d'accord sur ça,
en grand nombre, on n'aura même pas besoin de quoi que ce soit pour les chaque fois là. Si aujourd'hui tous les Ivoiriens estiment que la CEI n'est pas bonne, qu'il faut la changer, et puis le parti bouge, tôt ou tard ça changera. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien. Et que ça, quand la CEI va changer, les autres qui sont, tous les Ivoiriens qui sont en âge de voter, doivent pouvoir venir être inscrits sur la liste et pouvoir compétir. Quand il va compétir, quand il va perdre, il reconnaîtra. S'il ne compétit pas, qu'il le fait, il va dire si j'étais dedans sur la table. Donc il faut autoriser tout le monde à le faire. C'est notre credo. D'accord. Merci bien, Honorable. Daniel, c'est une ancienne main ou quoi? Non, c'est une nouvelle main. Alors, rapidement, en une minute, s'il te plaît, on va chercher à prendre le bon. Oui. C'est par rapport à ce que l'honorable a dit tout à l'heure concernant le GPS. Moi, je pense que on n'a pas besoin de trop épiloguer là-dessus, mais il y a une dame qui est sur les réseaux sociaux, qu'on appelle Reine des Jeux, qui a dit que le discours que le monsieur Tian Tiam a dit, a tenu par rapport au serpent dans le pantalon, que c'est du GPS qui parlait. Et elle a fait avec beaucoup d'insistance. Nous avons les audios, nous avons l'audio de ce qu'elle a dit. Elle a répété ça plusieurs reprises. Et moi, elle nous fait que les cadres du PDCI et du A. Quand dit-on de cette affaire? Merci beaucoup. Allô? Oui, je pense qu'il a fini. Il y a un peu de bruit chez lui là-bas. C'est bon. Alors, moi, je pense que... Oui, on a entendu sa question. Ok, fermez votre micro, Daniel. Il y a un peu trop de bruit là-bas. Monsieur Kofi aussi. Mais moi, ce que je veux dire, moi, je suis le porte-parole PDCI RDA. Le président Thiam a parlé de violence. Vous avez vu les élections de 2010. Il y a eu la violence. Est-ce que le GPS était... En 2020, il y a eu la violence. Est-ce que le GPS a parlé? Mais tout cela, nous condamnons. Donc, il n'est pas question de dire, c'est parce qu'on a dit qu'on a visé personne. Mais en 2020, il y a eu 86 morts. Le GPS, le leader était à l'extérieur. En 2000, après les élections avec le général Gueye. Mais il y a eu plein de morts. À l'ouest, on parle de 23 000 morts. Mais c'est près de 19 000 morts. Donc, c'est de tout ça là que nous parlons. Donc, il ne faudrait pas que les gens s'indexent entre eux pour dire telle chose. C'est tout ça là qu'on appelle la violence. Il n'y a pas une violence meilleure qu'une autre violence. Donc, c'est ça qu'il faut condamner. Il faut qu'on devienne tous à comprendre qu'on peut prendre d'autres voies, que si on est nombreux à revendiquer quelque chose qui est des droits, on peut utiliser la voie de la pression, la voie du vote, la voie des mouvements pour faire plier les choses. C'est ça. Merci. Voilà qui est bien sinon, dit. Nous, on n'a pas indexé. Voilà. D'accord. Voilà qui est très bien dit. Hein. Monsieur Sosten Kofi, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Vous étiez en train de parler. Non, je voulais simplement, bon, c'est pas à moi de dire le dernier mot, mais je pense que ces réponses c'était clair. Mais concernant quelqu'un qui est sur Facebook et qui se déclare PDCI et qui sort des choses, cela ne veut pas forcément dire que c'est PDCI. Donc, je pense qu'on peut prendre ça pour... c'est pourquoi j'ai dit, je suis le porte-parole du PDCI. C'est moi qui porte la parole du président. Tant que ce n'est pas venu de moi, considérez que ce n'est pas le PDCI. Voilà qui est très bien dit. Sinon, j'ai rien d'autre à dire. Merci bien, M. Sosten Kofi. Fermez votre micro et vraiment merci pour votre contribution. Honorable, je vais vous transmettre le bonsoir de M. Agnero Dominique. Il est en Belgique et il dit que la Belgique est là pour vous soutenir pour cette émission-là. M. Agnero, ouvrez votre micro et dites rapidement bonsoir. Présentez-vous à l'honorable. Il va donner son mot de fin. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Et bonsoir. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous écouter et de vraiment être très incisif sur les questions. Je crois que c'est la position naturelle du PDCI de faire la politique autrement et ça grandit vraiment l'environnement politique. Merci encore, honorable. Merci, M. Agnero. On va aussi rapidement demander à M. Gérard Kofi. M. Gérard Kofi, qui est le représentant du ministre Bion, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Voilà. Allez-y. Oui, honorable, merci beaucoup d'être intervenu. Pour la petite histoire, honorable, un de mes tontons, bon, il le sera un jour quand je vais le voir en face à face. Ceci dit, j'ai beaucoup apprécié son intervention, même si nous, on milite plus pour le ministre Bion, là. Mais, écoute, après tout ça, c'est le PDCI et je pense que le jeu démocratique se joue déjà en interne. Et la convention nous dira qui est-ce que les militants choisiront. Et je pense que sur ça, l'honorable a très bien répondu à cela. Merci beaucoup. Merci. Mais je pense que depuis lors, il y a des gens qui m'ont attaqué sur cette chaîne, mais j'ai été constant pour dire que le parti PDCI est un parti démocrate. Et que, à partir du moment où on est à l'intérieur du parti et qu'on veut aller, il vaut mieux qu'on règle nos programmes à l'intérieur que d'aller les exposer. Parce que demain, là, si quelqu'un est choisi là, si tu as commencé déjà à créer la division, tu auras une partie du pouvoir pour aller, et alors que l'objectif c'est de gagner. Donc moi, je pense que la convention va se faire, elle sera démocrate. Merci beaucoup. Voilà, c'est bien dit. Docteur Koné, lui n'a pas de parti pris, hein. Il est militant de la paix
mondial. Docteur Konya, que vous voulez dire quelque chose rapidement et puis on va finir. D'accord, ok, vraiment, merci beaucoup. Très belle émission. Je suis vraiment complètement ébloui par les arguments du porte-parole du PDCI, l'honorable. Il est très convaincant dans ses propos et on sent que c'est quelqu'un qui est vraiment rassembleur et en quête de paix et d'union. Tout ça, ça donne une très belle image du PDCI et je voudrais le féliciter pour ça. Je pense que le président du PDCI, M. Tidiam Thiam, n'a pas fait mal de vous choisir comme porte-parole. Merci beaucoup. Voilà qui est bien dit. Honorable, allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui. Je vous permets d'avoir quelques petits commentaires. Non, moi je pense que l'objectif c'est de rassembler. Et quand on rassemble, il faut qu'on s'accorde sur des valeurs communes. Sinon, après, on peut plus s'entendre. Les valeurs communes au PDCI, RDA, et les valeurs même de tous les partis politiques. Quel parti politique peut venir dans le public pour dire, moi, ma voix pour venir de la violence? Aucun parti ne peut le faire. Mais certains se disent, justifient les actes qu'on pose. Comme je l'ai dit, notre pays a été jalonné de violences. En 2000, même la première violence que moi je pense qu'il faut le départ, c'est le coup d'État. On ne peut tuer les gens ou prendre des fusils pour venir dire à quelqu'un quitte là. Ça, c'est la violence. La deuxième chose, c'est les élections de 2000. Mais il y a eu la violence en 2002. Il y a eu la violence en 2010. Il y a eu la violence en 2020. Il y a eu la violence dans tout ça là. Aucun parti ne peut se dire, se réclamer que c'est moi qu'on accuse. Mais c'est tout ça là que nous condamnons. Donc il faut qu'on mette fin à ça. Maintenant, pour mettre fin à ça, il faut de la justice, il faut de la transparence, il faut de l'équité. Ceux qui sont au pouvoir doivent se dire, vous ne pouvez pas gérer dans l'injustice, vous ne pouvez pas gérer avec une minorité, vous ne pouvez pas opprimer les gens, vous pouvez être opaque et puis vous imposer par la tricherie. À un moment donné, c'est pas craqué. Voilà. Donc, pour éviter la violence, il faut ça. Voilà. Merci. Merci bien, honorable. Voilà. Ok, donc rapidement, on va donner la parole à Diallo, voilà, qui est un représentant aussi de l'AES. Monsieur Diallo, allez-y. Oui, Charles, bonsoir. Bonsoir à votre invité, M. Beldoumi. J'avais une question pour lui. C'est-à-dire, je suis pas rentré assez tôt dans l'émission, mais je voulais savoir, est-ce que sans un audit de cette liste électorale-là, est-ce qu'il est possible de vaincre le RHDP dans les urnes? Ça, c'est ma question. Merci beaucoup. Je pense que j'ai parlé un peu de l'AES. J'ai dit que l'existence de l'AES n'est pas en antagonisme avec les autres associations du monde. Que le Conseil de l'Entente a été créé en 1959, il existe toujours. Et pour autant, les membres du Conseil de l'Entente sont membres de la CEDEAO, sont membres de l'Union africaine, d'autres sont membres de l'Union des preuves Manu. Donc, c'est pas parce que l'AES en tant que tel n'est pas un problème, mais ça dépend de quelle valeur l'AES défend. Si l'AES va défendre la démocratie, la solidarité, la transparence. En ce moment-là, l'AES a sa valeur. La solidarité des problèmes qui sont communs à l'AES. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans l'AES, qui ne connaissent pas les problèmes de la sécheresse, qui ne connaissent pas les problèmes de la pauvreté, qui ne connaissent pas les problèmes de la nourriture. Là-bas, c'est 2 mois de saison de pluie avec le mil et le sorgho et des gens vivent cela, avec les terres pauvres. Donc ça, c'est des problèmes avec le terrorisme, les djihadistes là. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le djihadisme. Donc leurs problèmes communs, ils peuvent les résoudre pour les amener dans la peau commune. Donc c'est ce que j'avais dit. Maintenant, en ce qui concerne la liste électorale, j'ai dit, le président Houphouët-Boigny nous avait dit une fois que l'eau qui tombe goutte à goutte, l'eau n'a pas vraiment de force, mais ça finit par percer le plus dur des cailloux. Il n'y a pas un parti qui est fait éternellement. Vous dites on peut rien contre. Nous, on leur demande d'être transparent, de permettre à tout le monde de faire. Ils veulent tricher, ils veulent continuer. Mais vous savez, dans l'affaire, Dieu va abandonner les tricheurs. C'est tout ce que je peux te dire. Nous avons demandé l'eau et nous pensons que nous ferons tout pour que cette liste-là soit transparente. C'est ce que je peux vous dire. D'accord. Merci bien, honorable. On va terminer. Les amis, ne levez plus la main. Mais, ok. Donc, on va venir avec M. Abrochi. M. Abrochi, il est le responsable d'un nouveau parti politique. Allez-y. Vous vous reconnaissez dans l'opposition, je suppose. Allez-y, M. Abrochi, rapidement, depuis le Portugal. Merci Charlène. Je remercie l'intervenant, l'honorable Redoumi, pour son intervention. Moi, j'ai 2 préoccupations. Il a répondu à la question de la CEI. Et puis, Charlène qui a utilisé l'expression l'union sacrée de l'opposition. Moi, au travers donc de l'intervention de l'honorable, en tant que responsable des partis d'opposition, je ne vois pas d'union sacrée. Peut-être qu'il y a une possibilité d'union, de ce qui transparaît dans ce qu'il a dit, mais il n'y a pas d'union sacrée. Les souhaitables, c'est qu'on arrive à l'union sacrée. Donc, ma question, c'est de savoir est-ce que dans l'agenda du PDCI, il y a une méthode, une stratégie pour pouvoir aboutir à cette union sacrée-là, ou bien, donc, pour nous disons que c'est une union programmatique, parce que nous avons en 2025 l'élection présidentielle, mais nous aurons probablement les élections, n'est-ce pas, législatives, soit en 2025 ou en mars 2026. Est-ce que dans l'agenda de façon concrète, parce qu'il nous reste une année, est-ce que il y a un chronogramme fixé, qu'on aboutisse à
véritablement à cette union sacrée-là. Ça, c'est pour ce qui concerne l'union sacrée de l'opposition. Ensuite, pour ce qui concerne la CEI, nous savons tous que la CEI est prise en otage par les partis politiques, dont le parti. Ma question au niveau de la CEI, c'est de savoir pourquoi est-ce que les militants, les représentants des partis politiques d'opposition au sein de la CEI ont accepté, je dirais, une stratégie de recensement électoral, alors qu'ils savent très bien que cette stratégie-là ne va pas aboutir à une optimisation de la, je dirais, en termes de nombre de personnes, donc à réaliser l'objectif pour ce qui est de la liste électorale. Pourquoi? Parce que c'est la même stratégie sur toutes les fois que avec ce nouveau président, ils ont mis en place, ils n'ont jamais atteint l'objectif fixé. Pourquoi est-ce qu'ils ont repris la même stratégie et pour 2025, ils vont reprendre à nouveau la même stratégie de mobilisation des, je dirais, des Ivoiriens pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Donc, est-ce que pour ce qui est de 2025, il y aura bien évidemment un changement de stratégie au niveau de la CEI en termes donc de dispositifs pour pouvoir avoir le maximum d'inscrits sur la liste électorale de 2025. Merci. Merci bien, M. Brotier. Allez-y, honorable. La première question, je me rappelle plus que ça m'avait commencé par lancer. La première question avait trait à, je crois, à l'union sacrée. L'union sacrée, voilà. Mais je pense que les gens confondent les mots et les faits. Une union, c'est pas une fusion. Une union sacrée, quelque chose qui est sacré, on ne met pas au dehors comme ça chaque fois. Quand quelque chose est sacré là, c'est pourquoi il dit cette union, quand quelque chose est sacré là, c'est pas, on n'expose pas comme ça. Moi, je suis à l'Assemblée avec les députés PPACI, FPI, puis POJO. Mais nous savons ce que nous disons. Vous savez, au départ, le FPI semblait être avec le RHDP. Mais aujourd'hui, le FPI est beaucoup plus proche de l'opposition en groupement que du PPACI, du parti au pouvoir. C'est parce qu'il y a un travail qui s'est fait, qui chaque fois que nous allons à l'Assemblée, nous démontons le pouvoir. Il se rend compte qu'il a besoin d'être avec nous pour se faire comprendre. Et vous avez dit, donc ça c'est important. La deuxième chose, le PPACI est un parti qui a pour leader le président Gbagbo, qui a de l'expérience de la gestion du pays. Et quand on a géré le pays, on ne peut pas dire qu'on n'a pas d'erreur. Donc, à partir de nos erreurs, on construit une union qui est sacrée. Ça veut dire que c'est une fusion. Une union, ça veut dire qu'on s'accorde sur des valeurs et qu'on les défend. Ça veut dire que si on est même chose partout, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'avoir des partis différents. Et n'oubliez pas que le PPACI est un parti de gauche et le PDCI est un parti de droite. Mais aujourd'hui, nous sommes face à des difficultés et on doit sauver le pays. Donc, c'est un travail même de sauvegarde nationale que nous devons. Donc, c'est ça qui est là. Et j'ai dit, il y a deux voies. Soit on s'accorde pour avoir un seul candidat, ce que je ne pense pas que pour le moment ça soit faisable, mais qu'ensemble on mobilise pour avoir le maximum dans l'opposition. Comme ça, on est sûr que la somme de nos voix va au-delà de 50%. Si on est au-delà de 50%, ça dit que l'autre ne peut pas dire qu'il a gagné à 50%. Tu as vu? Donc, en ce moment-là, au deuxième tour, on s'accordera pour le temps. C'est le premier travail. Et puis, on verra au chemin présent si on doit avoir un candidat unique ou non. C'est Dieu seul qui décide. On verra ça. Mais pour le moment, travaillons. Si on est ensemble, qu'on ne représente que 20% dans l'ensemble, mais ça ne sert à rien. Voilà. C'est pourquoi il faut faire. Maintenant, on dit, la liste qui est là, on n'a rien fait. On a près de 900 000 nouveaux cas. Et si ces 900 000 là sont tous avec l'eau? Mais c'est déjà un bon, près d'1 million de nouveaux inscrits, malgré le fait que la CEI dit qu'on ne peut pas avoir 200 000. Et je suis convaincu que toute la majorité des 900 000 là, ils sont pour l'opposition. Ça, je peux te le dire. Et la liste va être auditée. Une fois que la liste est de on va extirper certaines choses. Vous avez vu que le parti au pouvoir semblait négliger cette affaire de liste électorale. Parce que eux, ça ne les a pas d'élargir. Ils pensent qu'ils ont déjà bouclé. Et ils disent non, l'opposition attend de déchanter. Comment un parti au pouvoir ne se réjouit pas qu'il y ait beaucoup de gens inscrits sur la liste? Parce qu'il y a ça qui est dit sur Roche. Donc, 900 000, pratiquement 1 million, c'est beaucoup. Ça suffit pour gagner une élection. Ça suffit pour gagner une élection. Donc, je pense que, et puis, en 2025, on va revenir encore. Si on gagne encore 1 million, ça fera 2 millions de suppléments sur la liste des jeunes en âge de voter. Vous pouvez pas, ça ne peut pas peser sur la balance. C'est ça qui est important. Et les autres aspects, le contrôle de l'audit, on va les gérer autrement. Et ça, je pense qu'il faut les gérer en ne mettant pas tout sur la place. Voilà. D'accord. Voilà qui est bien dit. Je pense qu'on va conclure cette émission parce que j'ai vraiment triché, j'ai tiré un peu, j'ai gratté. Voilà. Donc, honorable, on va prendre votre mot de fin. Mais avant de prendre votre mot de fin, les amis, je voulais vous dire merci. Merci de vous être connectés nombreusement. Je sais que vous avez beaucoup à dire. Vous voulez causer vraiment avec l'honorable parce que l'honorable, il donne vraiment envie de causer. C'est pourquoi l'honorable, je vais faire la commission de M. Gabriel. M. Gabriel dit de vous dire que vous pouvez régler le problème entre deux femmes, que vous parlez bien. Voilà. Donc, les amis, on va s'arrêter là pour ce soir, ok? Et on va prendre le mot de fin de notre invité. Allez-y, honorable. Merci beaucoup. Je pense que je suis prêt à vous accorder notre interview. C'est quand vous voulez, chaque fois que vous voulez. Parce que nous aussi, ça nous permet de faire passer la voix vraie du PDCIR. L'union sacrée est possible. L'union sacrée est possible. Il est même en bonne voie parce que le président Thiam, quand il est venu, vous vous rappelez, il allait voir le président Gbagbo à Maman. Il a rencontré madame Gbagbo. On rencontre les gens. Donc nous, on est dans cette
affaires. Mais les gens pensent qu'une union, c'est une fusion. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Une union, c'est se mettre ensemble par rapport à des valeurs qu'on défend, par rapport à un intérêt, par rapport à un problème précis. Vous pouvez vous rassembler, vous tirez quelqu'un qui est tombé dans le trou. Vous êtes de passage, on dit quelqu'un est tombé dans le trou, mettons-nous ensemble pour le sortir. Ça, c'est une union. Voyez-vous, on ne s'unit pas pour faire du mal. C'est pourquoi nous, au PDC, on dit la solidarité dans le malheur, oui, mais c'est la solidarité dans le mal, non. Donc, nous allons nous unir pour sortir ce pays-là de son conflit. Nous allons le faire de manière motivée. N'oubliez pas que chaque fois que nous disons quelque chose, l'adversaire qui en face aussi se prépare pour ça. Donc, c'est pas tout on dit en public. C'est pas tout on dit en public. Ils sont pressés, non, on voit pas telle chose, on a dit telle chose. Mais il y a des choses, il faut aller à droite, à gauche pour arriver à bon port. Donc, nous sommes en train de travailler. Et le PDCI RDA se sent point par ce pouvoir-là, par cette disponibilité de le faire. Et le président Thiam le fera. Tout ce que nous pouvons faire pour avoir nos frères du PPACI, nos frères de GPS, nos frères pour entourer sur une bonne valeur de FPI, même les indépendants, sur des valeurs de démocratie, de solidarité, de lutte contre l'injustice et l'inéquité, nous allons le faire pour aboutir au pouvoir. Et nous sommes prêts à gagner un pouvoir et à gérer ça ensemble. Ça, il faut vous le dire. Le PDCI RDA est prêt à le faire, à ce qu'on gagne et qu'on partage, parce que pour nous, on ne fait pas des distinction. Vous voyez, tout dernièrement, on vient d'ouvrir un site pour enrôler et faire trouver du travail à des Ivoiriens, à condition que tu sois RH. Depuis qu'on a vu ça dans ce monde. Donc, ça seulement, ça suffit même que les jeunes se disent cette discrimination. On est passé du rattrapage au rachat des tabourets et maintenant on est venu à de l'exclusion pure. C'est trop grave. Donc, nous avons tout cela fait que nous devons nous unir. Et nous allons nous unir. Tous les Ivoiriens de tous bords doivent s'unir pour que en octobre, on s'accorde pour changer. Le changement, il est là et je pense que c'est le PDCI RDA, à travers son président, qui incarne le mieux le changement dans ce pays. Et donc, on fait appel à tout le monde pour qu'on aille. Et M. Thiam, que je connais pour que j'ai été à côté, c'est quelqu'un qui aime tous les Ivoiriens. Quand il viendra, il tendra la main à tout le monde, y compris les gens du RHD. Parce que je suis sûr qu'il y a certains, ils sont coincés là-bas. Ils attendent même, souhaitent même qu'il y ait un changement pour qu'ils se libèrent. Et on va les libérer. Je vous remercie et à très bientôt. Merci beaucoup, honorable. Donc, on répond à la question de ce soir. Est-ce que l'union sacrée de l'opposition est-elle toujours possible vu le nouveau contexte mondial? Elle est possible. Elle va se faire autour de certaines valeurs cardinales qui sont les valeurs que tous les Ivoiriens ont. C'est-à-dire la justice, la transparence, l'équité et le partage. Voilà, la solidarité. Voilà, ça que les Ivoiriens disent. Et l'union va se faire autour de ces valeurs. Ok, ainsi soit-il. Les amis, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Ainsi prend fin cette émission, le 41e numéro de Charlène Parlons-en. Merci de vous être connectés nombreusement. Chers honorables, vous étiez écoutés de partout le monde entier. Partout. Tous nos réseaux étaient remplis de personnes pour vous écouter. Donc les amis, big up à vous tous et vraiment merci d'avoir permis que cette émission. Ce qui me plaît, c'est que si Zeno, vous étiez écoutés, ça au moins je peux vous donner cette information. Si Zeno, vous étiez écoutés dans pratiquement 7 pays au même moment. Si Zeno, voilà, vous étiez écoutés dans 7 pays, vous étiez écoutés au moins dans un pays sur chaque continent. Voilà. En Europe, en France, on vous écoutait, en Grande-Bretagne, on vous écoutait, en Afrique, on vous écoutait en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, on vous écoutait. Et voilà, ici en Amérique, on vous écoutait au Canada et on vous écoutait sur tous les établis des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est déjà bon. Donc, au côté de la conférence, nous avons eu nous avons une longue liste de personnes connectées pour vous. Et si vous avez vu ce que vous pouvez voir, mais c'était le double, disons le triple sur la conférence et sur Zeno. Merci bien de choses au président Thiam. Dites-lui que personne n'est contre lui, sauf qu'on ne comprenait pas sa démarche. Mais comme vous avez dit beaucoup de bonnes choses ce soir, on va s'en tenir à ça. Bonne chance à vous et bonne chance pour la convention. C'est ce qu'on attend. On veut voir une seule tête même d'abord au PDCI avant de croire à l'union sacrée de l'opposition. Donc, merci à tous les amis de me tous très bien ce soir. Et à la semaine prochaine, très prochainement. Très prochainement, on peut se retrouver. Voilà. Donc, me tous très bien ce soir et bonsoir chez vous. Merci. Merci. Goodbye.